Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'en ce moment j'utilise un autre micro que le micro de merde que j'utilise normalement. Micro que j'ai emprunté aujourd'hui à Miss Occulte. Merci à toi Miss Occulte. Et de rien pour le micro, je suis contente d'avoir pu t'aider, hein, t'inquiète. Par contre, la location du micro, c'est 50 balles. J'ai toujours pas reçu mon chèque. Donne-moi mon chèque! Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'amélioration du son s'entend vraiment. Enfin, si vous pensez, ce que vous pensez du son maintenant. Normalement, c'est mieux. Enfin, ouais, c'est censé être mieux. Comme ça, voilà. Il serait peut-être temps que je m'achète un micro un jour. Anyway, fin de la parenthèse, trêve de blabla, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Aujourd'hui, on va retourner au Japon, mais non pas cette fois pour un musical remake, mais pour une comédie musicale complètement originale. Enfin, complètement originale, oui et non, puisqu'elle est en fait l'adaptation du manga Kuroshi Juji, un manga très populaire au Japon, connu chez nous sous le nom de Black Butler. Bah oui, on est quand même au Japon. Et qui dit Japon dit forcément manga, parce que c'est bien connu, le Japon est le pays du manga. Ils mangent manga, ils dorment manga, ils parlent manga, et j'ai même entendu dire qu'ils allaient au travail au manga. Une comédie musicale adaptée de personnages historiques ou de périodes historiques, certes. Une comédie musicale adaptée d'un film ou d'une pièce culte, oui, pourquoi pas, l'idée est bonne. Mais une comédie musicale adaptée d'un manga, sont fous ces japonais, il y a vraiment que pour faire ça. Oui, mais faut savoir que c'est pas si étonnant que ça. Au Japon, c'est même monnaie courante puisque la première comédie musicale adaptée d'un manga, La Rose de Versailles, plus connue chez nous grâce à l'anime Lady Oscar, date de 1974. Et des comédies musicales adaptées de manga, il y en a eu des tonnes. Et quand je dis des tonnes, c'est vraiment des tonnes, hein, de tout et n'importe quoi. Il y en a eu de mangas cultes comme Sailor Moon, Naruto, Death Note, My Hero Academia, Bleach, de mangas de sport genre Haikyuu ou encore Les Princes du Tennis, et bien d'autres encore comme Beastars, Moriarty, Orana Scholars Club, Twilight Bond Hanako-kun, et des tas d'autres. C'est simple, si vous êtes fan d'un manga, allez voir s'il n'y a pas une comédie musicale dessus, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Il y a plein de mangas qui ont eu des adaptations en comédie musicale et même pas d'animé. Début d'année, ils ont même fait une comédie musicale sur Hokuto no Ken. Hokuto no Ken! À quand une comédie musicale de JoJo's Bizarre Adventure? Et le pire avec toutes ces comédies musicales, c'est que pour la plupart des mangas adaptés, il n'y en a pas une, mais bien plusieurs. Genre Sailor Moon avec ses 50 000 comédies musicales. Et ils ont même fait des comédies musicales de jeux vidéo, genre Touken Ranbu, Dramatical Murder. Mais bon, ne nous égarons pas trop loin et revenons-en au sujet qui nous intéresse, la comédie musicale de Black Butler. Et du coup, commençons par le commencement, Black Butler, c'est quoi ? Black Butler est un manga de Yana Toboso, prépublié depuis septembre 2006 dans le magazine Monthly J-Fantasy, appartenant à l'éditeur japonais Square Enix. Merci Wikipédia. Et qui compte actuellement 31 tomes. L'histoire se passe dans le Londres victorien, plus précisément en 1888, où nous suivons l'histoire d'un jeune aristocrate, le comte Ciel Phantom Hive. 3 ans avant l'intrigue principale, alors que le comte n'avait que 10 ans, il perd ses parents dans un incendie criminel. S'il lui survit, il sera alors kidnappé par des gens pour on ne sait pas exactement quelle raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne lui veulent pas du bien. Quoi? La scène de la cage. D'accord. Il fait alors appel à un démon pour venir le délivrer. Une fois sorti de sa cage, il fait un pacte avec le dit démon. Ce dernier l'aide à accomplir la vengeance de la mort de ses parents, et en échange, le comte lui donnera son âme à sa mort. Et en attendant, le démon travaillera à son service sous le rôle d'un majordome nommé Sébastien. Ciel, en plus de gérer la société de sa famille, ayant comme rôle celui de chien de garde de la reine, c'est-à-dire qu'il règle les affaires et autres crimes de l'ombre qui tourmentent Londres et sa majesté, accompagné de Sébastien, va se servir de sa position pour essayer de retrouver ceux qui ont détruit sa famille. Ouais, Black Butler, c'est le fun à l'état pur. Le manga a également eu droit à une adaptation animée qui a commencé en 2008 et qui n'a aucun sens, mais je n'en parlerai pas maintenant puisque l'adaptation qui nous intéresse aujourd'hui c'est la comédie musicale. Ou plutôt les comédies musicales, puisque les adaptations de Black Butler en musicals, il y en a eu carrément 8. Et du coup, suivant la logique des choses, on va aujourd'hui parler de la comédie musicale numéro 5. Et c'est là que vous me dites, mais JM, qu'est-ce que tu as fumé? Et c'est là que je vous réponds, beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet. Non, la vérité, c'est que si je commence par la numéro 5, c'est parce que les 3 premières sont des histoires originales qui sont
pas totalement mauvaises, mais qui cassent pas trop pattes à un canard et qui ont surtout très mal vieilli. Quant à la quatrième, qui est la première qui reprend un arc du manga, c'est juste une autre version de la pièce qu'on va analyser aujourd'hui. Alors oui, effectivement, je pourrais commencer par prendre le temps d'analyser comme il se doit les premières une par une avant de commencer par la cinquième, mais si je faisais ça, ça me prendrait approximativement 500 ans pour des comédies musicales pas ouf, dont les analyses n'auront pour but que d'aboutir à celles vraiment intéressantes dont je parle aujourd'hui. Et puis aussi, déjà qu'il y en a encore 3 autres dont je vais devoir parler après celle d'aujourd'hui, et encore, il y en aura peut-être une quatrième entre temps, si j'avais décidé de faire une vidéo à part entière pour chacune de ces purge, je crois que ni vous ni moi n'en aurions plus peu de ce satané manga. Mais, et parce qu'ici on fait les choses bien, je vais quand même parcourir en vitesse ces fameuses premières adaptations pour que vous soyez un peu au courant du lore de ce qu'on appelle les Kuromi. La première a été jouée au Sunshine Theater à Ikebukuro en 2009 sous le nom de Sono Shizuji Yuko, plus connu ici sous son nom anglais That Butler Friendship. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce nom? Eh bien en fait c'est très simple. Si dans la version française des mangas, les chapitres s'appellent toujours Le majordome fait ceci ou Le majordome fait cela, en version originale, ça donne Sono Shizuji Tatata, le titre de la première comédie musicale étant simplement une référence au titre des chapitres des mangas, Shizuji en japonais et Butler en anglais, voulant dire majordome. Mais assez parlé du titre, passons à la comédie musicale. Elle raconte l'histoire de Ciel, sans rire, qui accueille chez lui des étudiants japonais pour je sais plus trop quelle raison, mais on va vite se rendre compte que notre Lascar cache quelque chose. Niveau décor, on va être indulgent étant donné que, ça se voit, le budget était pas forcément giga élevé et la scène est relativement petite. Mais pour ce que c'est, je trouve la scénographie, bien qu'un peu classique, assez sympa. Bon, par contre, niveau mise en scène, c'est pas trop ça. Je trouve que les personnages sont beaucoup trop stoïques de manière générale. Mais bougez, bon sang! Et ne parlons pas des scènes d'action où la plupart du temps on n'y croit pas une seule seconde. Parfois on a vraiment l'impression que les acteurs ont tout simplement pas été dirigés. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Depuis quand tu travailles chez Ciel? Ok, on va dire que c'est aux références au passage du manga où le personnage fait un séjour chez bordel de merde. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Personnage qu'on voit pas avant au moins le tome 4. D'accord, peut-être qu'ils peuvent quand même avoir un rôle dans l'histoire, mais quelle histoire, putain, la PS est finie dans 10 minutes, pourquoi vous êtes là? Ah non mais j'en ai marre, c'est pas possible de faire son travail quand t'as des persos random qui potent comme ça dans l'histoire sans aucune putain de raison. Cette mise en scène n'a vraiment aucun putain de sens, j'ai jamais vu un truc aussi brouillon. Merde. Bon, il y a encore 2 points à survoler, alors tentons de garder notre calme et passons au costume. Alors, même si j'ai dit qu'on allait être indulgent parce que petit budget, faut quand même avouer que les costumes sont pas ouf. Même si, bordel, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? C'est dégueulasse! Et puis pourquoi on dirait que la perruque de Seb a pris du crack entre l'acte 1 et l'acte 2? Il se passe quoi là? Avant de vous parler des chansons de la pièce, faut que je vous parle d'une différence que j'ai remarquée entre les comédies musicales françaises et japonaises. C'est que si les Français mettent principalement l'accent sur le chant des acteurs, parfois en dépit du jeu de certains, au Japon c'est tout le contraire. De toutes les comédies musicales japonaises que j'ai pu voir, je n'en ai pas trouvé une seule mal jouée de manière générale. Par contre, niveau chant, il n'est pas rare d'entendre chanter des personnages plus ou moins importants, pas très justes, voire carrément faux. Même dans des compagnies réputées pour avoir de très hautes exigences, il m'est déjà été donné d'entendre certains personnages principaux chanter quand même très bleu, chose impensable en Europe ou aux USA par exemple. Après, faut aussi se dire que c'est un pays situé à l'autre bout du globe et une culture complètement différente de la nôtre. Certaines notes qui nous paraissent fausses ne le sont peut-être pas pour eux. C'est comme avec les couleurs. Au Japon, le spectre des couleurs n'est pas tout à fait le même que chez nous. L'exemple le plus frappant est celui de la couleur verte. Fun fact, si chez nous on appelle ça un feu vert, au Japon ils appellent ça le feu bleu. Si l'adjectif aoi veut dire bleu, dans certaines circonstances il veut aussi dire vert. Tout ça pour dire que leur spectre de son, si on peut appeler ça comme ça, est peut-être pas non plus tout à fait le même que le nôtre. Un peu comme en Inde, le pays où c'est pour moi le plus flagrant. Il y a certains sons qui ont vraiment une consonance particulière à nos oreilles, au point où certaines notes peuvent carrément nous paraître fausses, alors que c'est juste des sons qui, entre guillemets, n'existent pas chez nous. Peut-être que c'est pareil au Japon. Après, faut pas déconner non plus, hein, quand c'est faux, c'est faux. Et du coup, Black Butler, est-ce que c'est faux? Eh ben oui, c'est faux. Sur toutes les chansons de la pièce, il n'y en a pas une qui est chantée correctement. Et il y en a que 7.
En 2 heures! Déjà qu'on te fout que 7 chansons en 2 heures de comédie musicale, y a pas un seul des chanteurs qui est foutu de chanter juste. Même pas le perso principal. Déjà que son jeu d'acteur est encore plus fat qu'un yaourt sans sucre, il aurait pu faire un effort. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié. Avoir un ciel qui chante juste, c'est trop demandé. Ah non, mais moi j'en ai marre, hein, je me casse. Passons à la suite, j'en peux plus. Et ça a intérêt à être bien, hein. Je suis énervé. La seconde comédie musicale de Black Butler dure également 2 heures environ, date de 2010 et porte le doux nom de The Most Beautiful Death in the World, Sen no Tamashi to Ochita Shinigami, ce qui donne en anglais The Most Beautiful Death in the World, A Thousand Souls and the Fallen Grim Reaper, mais qu'on va juste appeler MBD parce que bordel de merde, ce titre est beaucoup trop long. Cette pièce raconte l'histoire d'une série de meurtres inexpliqués pour nos deux héros qui devront alors enquêter, mais également pour les Shinigami. Parce que non, les démons ne sont pas les seules créatures surnaturelles que comporte le manga, puisqu'un autre type sera également présent et central à la plupart des intrigues, les Shinigami. Mais qu'est-ce qu'un Shinigami, me demanderiez-vous? Pour résumer, un Shinigami, qu'on peut littéralement traduire par dieu de la mort, est une créature mythologique japonaise dont la tâche est d'emmener les âmes des défunts dans l'au-delà. En gros, c'est comme la grande faucheuse chez nous. Au fil des années, ces êtres ont d'ailleurs été régulièrement présentés dans pas mal de mangas différents, sous toute forme d'aspect et avec différents modes opératoires. Dans Black Butler, ils sont la plupart du temps habillés d'un costume noir relativement classique et myopes, portent tous des lunettes au-dessus de leurs yeux verts et jaunes, caractéristique commune à tous les Shinigami. Et tous ces Shinigami font partie d'une sorte d'entreprise de récolte des âmes, avec tout un tas de règles strictes à respecter. En somme, ils sont le parfait cliché de l'homme d'affaires japonais, ou du moins c'est en parodiant ce cliché qu'ils ont été créés à la base. Quant à leur arme servant à récolter les âmes, leur faux de la mort, si leur apparence peut passer d'un katana à un cahier suivant les œuvres, ici l'auteur a pris le terme faux de la mort au pied de la lettre, car s'ils n'ont pas tous une faux à proprement parler, leurs armes est à chacun une référence à un outil de jardinage, concept que je trouve bien sympa. Bien. Maintenant qu'on sait ce qu'est un Shinigami, revenons-en à notre résumé. Je disais donc que ces morts étaient inexpliquées même pour les Shinigami. Preuve qu'il se passe effectivement quelque chose de pas normal puisque les Shinigami ont tous un registre avec les dates de mort des êtres humains, ce qui leur permet de récolter les âmes en temps et en heure. Mais si les morts qui surviennent dans la pièce les inquiètent, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, que ces personnes n'étaient pas censées mourir, du moins pas maintenant. Et aussi étrange que cela puisse paraître, les Shinigami chargés d'enquêter sur cette affaire vont alors s'allier à Ciel et Sébastien afin de la résoudre et que tout rentre dans l'ordre. La pièce commence avec la scène de la cage. Bon alors, déjà on voit direct qu'il y a un peu plus de budget, surtout au niveau de la scène qui est plus grande et aussi bien évidemment les décors et la scénographie qui n'est pas non plus incroyable mais qui fait le taf. Sauf pour le lit de Ciel qui n'est pas un lit mais une table. Clairement, de manière générale, malgré le fait qu'elle n'ait été jouée que 1 an après la première, ça n'a plus rien à voir. Là on avait parfois presque l'impression d'être face à un truc amateur dans la première, là on sent qu'elle est nettement plus travaillée avec son scénario bien plus cohérent et ses 15 chansons pour 2 heures de pièce au lieu de 7, c'est quand même plus du double de celle d'avant. Ils ont aussi monté en qualité, puisque si dans la pièce d'avant, sur les 7, pas une seule n'était vraiment mémorable, là on a pas mal de chansons qui sont franchement sympas, à tel point que certaines vont même devenir véritablement cultes parmi les fans de Kuromyu. Et même niveau performance vocale, ben c'est toujours pas très juste de manière générale, mais on va dire que c'est moins faux. Est-ce que c'est juste pour autant? Non, même les chansons que j'apprécie, je les écoute et je me dis ah, c'est si faux. Cela dit, ces billes chantent quand même nettement moins du nez. C'est toujours faux, mais c'est mieux. Pour ce qui est des costumes, même s'ils sont toujours moins dégueux que dans la première pièce, ils semblent parfois un peu kitsch. Et je comprends toujours pas ce qui se passe avec les cheveux de ces billes. Non, en fait je comprends ce qui se passe. Ils ont essayé de reproduire les 3 petites neiges qu'il a dans le manga. Mais là c'est trop quoi, sorry mais ça ressemble à rien. Mais bon, à part ça, le reste, ça a l'air d'aller dans l'ensemble, non? Eh ben... J'avais dit que la première avait mal vieilli parce qu'elle n'avait pas l'air ouf, si je n'ose dire carrément nulle maintenant. La deuxième, elle a mal vieilli parce que maintenant elle semble relativement cringe. Non, en fait elle est carrément cringe. Effectivement le scénario tient mieux la route, mais parfois nous emmène dans des trucs sans queue ni tête, pour ne pas dire gênant, juste utilisé comme excuse pour placer un truc entre guillemets drôle. Sérieusement, il se passe quoi la purée? Et là, pourquoi tout le monde est en robe? Et pourquoi il y a une putain de chanson qui s'appelle littéralement R-Rated? J'en ai marre.
Après, je suis peut-être pas réceptif à l'humour japonais, mais il y a certaines scènes où je regardais ça en mode... Ouais, arrêtez d'être gênant, ZP. En plus d'être très souvent malaisant, ça gâche le côté dramatique de l'histoire. C'est souvent agréable une touche d'humour, même dans les histoires dramatiques. Mais faut que ça soit géré avec brio pour pas nous sortir du truc. Là, c'est même pas que c'est mal géré, c'est qu'il y a même pas un semblant d'effort pour essayer de gérer le bazar. Et c'est sans parler des expressions faciales de Sebi qui sont parfois un peu... bizarre. Bro, t'essaies de faire quoi là? Ça veut dire quoi cette tronche? Et à côté de ça, on a des passages qui sont très bien joués et avec beaucoup d'émotion. Mais un des gros trucs qui me dérange, c'est surtout le fait que, à mon avis, si t'y connais rien au manga, t'es un peu perdu. Bon, c'est clair que dans la pièce d'avant, le scénario brouillon et le manque d'explications claires sur la relation entre Ciel et Sébastien n'aidaient pas, mais je trouvais qu'elle était plus accessible que celle-ci grâce au fait qu'il n'y ait pas trop de personnages et que ce présent soit suffisamment présenté pour qu'on comprenne de qui il s'agit. Même en ce qui concerne les persos qui semblent n'avoir rien à faire là, limite leur présence passe mieux quand on les connaît pas à la base. Et puis on a aussi des personnages originaux qui viennent d'un environnement totalement opposé à celui de Black Butler à la base. Donc les initiés comme les non-lecteurs du manga les découvrent à un pied d'égalité, là où dans MBD les personnages originaux sont des Shinigami. Et malgré le scénario plus cohérent, il est justement entièrement basé sur les Shinigami de Black Butler. Et même s'ils sont présentés vite fait, je peux pas m'empêcher de me dire que si t'as pas un minimum de base les concernant, t'es vite perdu. Mais le pire, c'est peut-être les relations entre les personnages. Personnages qui se sont rencontrés dans le manga et relations qui n'est pas du tout expliquée dans la pièce, ou à peine. Sérieux, la seule rencontre qui est expliquée, c'est celle de Ciel et Sébastien avec cette satanée scène de la cage, pour la première fois retranscrite en comédie musicale. Enfin, d'à côté, encore heureux que leur rencontre est expliquée, vu que ce sont les personnages principaux. Enfin, est-ce que ce le sont vraiment en fin de compte ? Au plus la pièce passe, au moins j'en ai l'impression, puisque cette histoire de mort inexpliquée, on se rend vite compte que c'est, comme je le disais, principalement les Shinigami qu'elle implique, à un point où on a par moment l'impression que Ciel et Sébastien sont là pour faire de la figuration, ce qui est quand même ballot. Du coup, en général, cette pièce est plutôt bonne ou mauvaise? Ben, pour être honnête, il serait mentir de dire avec objectivité que c'est une bonne pièce. Tout n'est clairement pas acheté, il y avait de bonnes intentions derrière, l'histoire et les personnages originaux sont pas trop mal écrits, certaines chansons sont vraiment chouettes et tu peux passer un relativement bon moment devant, mais il y a quand même encore beaucoup trop de trucs qui sont mal gérés pour dire que c'est une bonne pièce. Du coup, maintenant passons à la version de 2013. Et pourquoi j'appelle ça la version 2013 et pas la pièce numéro 3? Tout simplement parce que la pièce numéro 3 est un reboot de la numéro 2 3 ans plus tard et qui dure une demi-heure de plus que la précédente. Reboot que j'aime sobrement appeler Kuroshitsuji bourré. Et ce pour une raison très simple, parce qu'on dirait que tous les acteurs le sont bourrés. Vous vous rappelez les scènes cringe dont je parlais juste avant? Ben là, je sais pas ce que les acteurs avaient pris avant de monter sur scène, mais ça devait être de la bonne. Ah mais vraiment, il y a des moments où ils sont en total roue libre. Déjà que la pièce était un peu gênante, et ben là, en fait, l'hilarant passe même par-dessus le gênant. Bon, je crois pas que certaines scènes étaient faites pour être totalement prises en série en 2010 non plus, mais il y avait quand même à l'époque une vague tentative de faire rester les personnages au premier degré, même si le but premier était de faire rire. En tout cas, probablement. Ici, le fait qu'ils aillent à fond dans leur délire donne un côté plus assumé au ridicule de certaines scènes et casse le côté cringe. Au moins un petit peu. J'ai vraiment l'impression que le metteur en scène leur a juste dit « Bon, faites ce que vous voulez, amusez-vous, de toute façon on peut pas tomber plus bas ». Et étonnamment, le résultat fonctionne du tonnerre. Ils ont compris qu'il n'y avait aucune chance que ces scènes absolument absurdes s'inscrivent de manière homogène avec l'histoire qui est quand même relativement dramatique. Et c'est à mon sens une très bonne chose parce que tu peux partir du principe que de toute façon rien n'a de sens. Alors ça rend certains passages véritablement drôles par l'absurde. Et paradoxalement, certains acteurs, je pense notamment au nouveau Eric et Alan, les personnages originaux de la pièce, arrivent à transmettre des émotions incroyablement fortes quand il faut. Et ce, même encore plus que les acteurs de 2010. Et puisqu'on est lancé dans les différences plus techniques avec la pièce de 2010, on pourra noter que la mise en scène et les décors sont déjà plus travaillés, même si le lit de ciel reste une table. De même que les costumes et le maquillage et la putain de perruque de Sébastien. Voilà, là ça ressemble à quelque chose.
Pour ce qui est des chansons, elles sont les mêmes qu'en 2010, si ce n'est que certaines instrumentales sont différentes. Mais le truc le plus marquant, c'est quand même le chant de Sebi, qui n'est pas encore parfait, mais qui s'est amélioré à tel point que ça me fait encore bizarre aujourd'hui d'entendre certaines chansons que j'avais l'habitude d'écouter complètement fausses, presque bien chantées. Non, clairement, même si elle est loin de résoudre tous les problèmes que présentait MBD de 2010, elle est clairement mieux que la précédente, même si cette dernière restera à jamais dans mon cœur comme étant l'original. Avant de passer à la suite, j'aimerais m'attarder un moment sur les changements d'acteurs de la pièce, puisque beaucoup de nouveaux acteurs de la pièce de 2013 garderont leur personnage pour la suite des pièces, comme par exemple William T. Spears, joué par Nagaoka Takuya en 2010, puis par Teruma en 2013, ou le Vicomte de Druid, joué par Fujita Rei en 2010, puis par Sasaki Yoshihide en 2013, acteur que j'aime beaucoup, mais qui, je trouve, surjoue énormément, du moins en 2013, mais surtout l'inspecteur Fred Aberline et Sharp Hanks, ce dernier étant un personnage original créé comme collègue de Aberline dans la première version de MBD en 2010, ou comme j'aime les appeler, le duo Aba Hanks, joué respectivement par Issei Naohiro et Aoki Shigeto en 2010, puis par Takagi Shun et Terayama Takeshi en 2013, duo iconique de comics jouant nos deux enquêteurs slash comic relief préférés, adorés des femmes, et qui reviendront dans toutes les pièces par la suite. Ou presque. Et qui feront à partir de là véritablement partie de l'âme des Kuromyo. Ou presque. Si je m'attarde un moment sur les acteurs, c'est pour deux raisons. La première parce qu'au Japon, les changements d'acteurs et surtout la fidélité envers certains acteurs est une chose primordiale, comme j'en ai parlé plus en détail dans mon musical remake sur Elisabeth. Et ensuite parce que la pièce d'après est un petit peu particulière, car à mon sens, elle marquera un véritable tournant dans ce qu'avaient toujours été les Kuromyo jusque-là. C'est presque comme si les trois premières pièces et celles qui suivront font partie de deux univers Kuromyo différents. Du coup, je trouvais important de souligner l'apparition de certains acteurs, entre guillemets, actuels, déjà dans MBD. Mais du coup, cette quatrième pièce, pourquoi est-elle si particulière? Eh bien parce que c'est la première pièce qui suit le manga puisqu'elle adapte le premier arc de celui-ci, le tout dans des costumes et des décors encore plus travaillés qu'avant. Eh ben, après tout ce temps, ils se sont enfin décidés à prendre les Kuromyo au sérieux. Et j'ai envie de dire, il était temps. Mais du coup, cette fameuse pièce, de quoi elle parle? Chi ni moeru Licorice ou comment on dit ça en anglais? Licorice That Blazed the Earth, voilà, en anglais, est la quatrième comédie musicale adaptée du manga Black Butler, jouée en 2014, qui dure environ 2h30, et c'est tout ce que je pourrais vous dire dessus. Bah oui, on a enfin un Kuromyo qui a l'air d'être un minimum de qualité. Je vois pas pourquoi je vous en parlerais, je veux dire, nous tout ce qu'on aime c'est des trucs de merde. Si c'est bien, c'est pas drôle. Non, en fait c'est tout simplement parce que c'est la première version de la pièce qu'on va analyser en détail aujourd'hui. Oui, j'ai bien fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une seule et unique pièce à la base. Mais même si je ne veux pas trop en dire pour ne pas spoil le sujet de la vidéo dans lequel nous allons bientôt entrer, ne vous en faites pas, je vais quand même noter ses particularités dans l'évolution des Kuromyo. Niveau chanson, même si je ne peux pas parler d'elle en tant que telle, j'aimerais quand même saluer le chant de Matsushita, notre Sébastien favori, qui n'a encore une fois cessé de s'améliorer. Alors qu'il chantait complètement faux en 2009, là il chante véritablement bien. Et quand on compare les deux, faut bien avouer que l'évolution est quand même sacrément impressionnante. Sinon, bah, il y a nettement plus de budget dedans, donc comme on s'y attend, tout est mieux de manière générale. Les chansons mieux écrites, les costumes plus beaux, la mise en scène et décors meilleurs. Enfin, cela dit, niveau décor, j'avoue que certains choix artistiques me laissent un peu dubitatif, comme ces putains de pièces d'échecs géantes. Ok, d'accord, si elle est connue pour être un excellent joueur d'échecs, et il y a dans l'œuvre originale beaucoup de parallèles entre les échecs et la vraie vie. Mais est-ce que c'était une raison pour te foutre ces pièces géantes au milieu du plateau? Ok, je peux comprendre l'intention, mais il y a des passages où on se demande vraiment ce qu'elles fichent là, parce que elles ont pas l'air d'avoir grand chose à faire là. Ah, et puisqu'on parle des décors, etc., le litiel n'est cette fois plus une table, mais un macaron. Enfin. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur cette pièce et j'aimerais vous en dire plus, mais je dois garder ça pour l'analyse du jour, qui est l'analyse de la version jouée en 2015. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir parlé de la version originale? C'est parce qu'à partir de la pièce d'après, l'histoire du manga va continuer d'arc en arc. Elle s'inscrit véritablement comme le début d'une lignée de... C'est parce que Furukawa joue dedans, c'est ça? Oui. Et oui, Licorice en 2014 sera la dernière pièce où Matsushita Yuya, qui joue Sébastien depuis 2009, le seul et unique Sébastien que j'ai toujours connu durant de longues années, jouera. Et même s'il jouait Sébastien de manière parfois un peu too much, il va quand même me manquer.
Et maintenant, passons à la pièce qui nous occupe aujourd'hui. Et non, vous ne rêvez pas, nous y sommes enfin. Shin ni Moeru Rikoritsu, ou Licorice That Bless the Earth en anglais, est une comédie musicale japonaise d'environ 2h30 jouée en 2015 au Umeda Arts Theater, composée par Sakabe Go et adaptée du premier arc du célèbre manga connu au Japon sous le nom de Kuro Shizuji et chez nous sous la traduction de Black Butler. La pièce est un reboot de la première version jouée en 2014, mais ta gueule et dis-nous de quoi elle parle cette pièce! Le comte Ciel Phantom Hive vit tranquillement sa life dans sa maison de fou lorsqu'il reçoit très sobrement une lettre de la reine. Celle-ci lui dit qu'elle est de plus en plus inquiète concernant une sordide histoire de meurtre de prostituées dans les recoins sombres de Whitechapel perpétrée par un dénommé Jack l'Éventreur, que les forces de police n'arrivent pas à arrêter, mission qu'elle aimerait alors confier à Ciel. Parce que la police ne sert à rien. Celui-ci, accompagné de son fidèle majordome, que maintenant vous commencez à connaître, vont alors mener leur enquête afin de trouver l'identité du meurtrier et de le mettre hors d'état de nuire. Bah oui, Londres, fin 19e, on allait forcément parler de Jack l'Éventreur, célèbre tueur de prostituées qui sévissait à l'époque et dont, même aujourd'hui, l'identité reste encore inconnue. Un mystère bien pratique puisqu'il a permis à de nombreux médias d'adapter son histoire et de lui créer une identité. Il fallait bien que Black Butler mette sa pierre à l'édifice. Après, justement, des histoires sur Jack l'Éventreur, il y en a déjà eu des tas plus ou moins réalistes. Est-ce que celle qui nous occupe aujourd'hui saura se démarquer? Et bien évidemment dans le bon sens du terme, on ne va pas tarder à savoir puisque voici enfin l'heure de l'analyse. Histoire de bien nous mettre dans le bain sans pour autant nous jeter à l'eau sans aucun préliminaire, le premier acte commence par la rencontre entre Ciel et Sébastien, illustré par cette satanée scène de la cage. J'en ai marre de toi, tu me veux quoi à la fin? Arrête de me suivre, arrête d'être partout, laisse-moi en paix, scène du démon! Ça me fait mal de le dire, mais c'est effectivement une bonne idée de commencer la pièce par la scène de la cage, passage de l'histoire où on peut dire que tout a vraiment commencé. Ils ont compris qu'ils avaient 2h30 pour adapter tout le premier arc du manga, et qu'en 2h30, t'as pas forcément le temps de tourner autour du pot. En décidant de faire les choses dans le bon ordre et en commençant par te montrer l'origine des deux personnages principaux, on te fait partir sur les bases qu'il faut pour comprendre le reste de la pièce sans forcément trop en dire ni être radin sur les informations données. En somme, cette scène donne au spectateur juste les infos qu'il faut pour bien démarrer l'histoire. Et en plus de ça, ce passage, qui est tout de même emblématique, nous met directement dans l'ambiance et arrive à captiver le spectateur dès le début. Et ce pour plusieurs raisons, car en plus d'être une scène qui pose les bases de l'histoire que les spectateurs s'apprêtent à voir, c'est, comme je le disais, une scène emblématique et relativement marquante. Et de fait, c'est également ce que sera la première impression que le public aura de la pièce. Et la première impression est toujours la plus importante. Mais si la scène a de l'impact pour ce qu'elle est, il y a aussi la manière dont elle est traitée qu'il faut prendre en compte, car il faut que l'impact du fond soit raccord avec l'impact de la forme. Du coup, c'est parti pour l'analyse de la scène de la cage. Ouais, je suis vraiment obligé. Le tout commence avec Ciel dans sa cage, sans déconner, entouré d'un groupe de personnes masquées représentant les membres de la secte, l'ayant capturé pour accomplir ce qui semble être une sorte de rituel satanique. Le tout est présenté de manière à raconter ce qu'il se passe de manière relativement sobre, mais on pourra déjà noter les petits pas de danse effectués par les membres de la secte. Et leur choré est relativement bien pensée parce qu'elle est bien représentative de l'identité du groupe, avec des gestes grandiloquents et des jeux de cap qui appuient bien le côté sectaire, tout en étant en rythme avec les paroles de Ciel pour non seulement dynamiser la scène, mais aussi et surtout renforcer l'impact de ces paroles. Et encore, ceci n'était qu'une mise en bouche, parce qu'à partir du moment où le démon est invoqué, le tout s'intensifie. Les pas des danseurs se calent à la fois sur les paroles et sur les gestes du chanteur. Et ça va continuer tout au long de la pièce. Il y aura effectivement pas mal de chorés, et elles seront toutes véritablement bien exécutées d'un point de vue technique, mais aussi pour toutes les mêmes raisons que la chorégraphie d'ouverture. Et leur manière de se servir de la danse pour non seulement dynamiser les scènes, les rendre esthétiques et agréables à regarder, mais aussi servir les propos des personnages, moi je trouve que ça vaut bien un petit 9, 9,5 sur 10. Après ça danse pas tout le temps non plus, on n'est pas dans 4, faut pas déconner. Mais même dans ces cas-là, la mise en scène est tellement précise et détaillée qu'elle fait le taf à la perfection. Je vais revenir sur quelque chose que j'avais déjà évoqué dans mon musical remake sur Elisabeth. Je parlais de certaines scènes que je trouvais plus naturelles dans la version japonaise grâce à des petits détails, que ce soit des jeux de regard, des mouvements de main, des onomatopées, faits par les personnages sur lesquels l'attention n'est pas spécialement portée, plutôt que de rester simplement là à ne rien faire. Bien évidemment, cela fait partie de toute bonne comédie musicale et même de toute bonne pièce qui se respecte, mais je trouve quand même que ce genre de détail qui apporte un tel naturel aux pièces est particulièrement marquant dans les comédies musicales japonaises. Pareil ici dans Licorice.
Chaque petit mouvement compte et apporte un résultat à la fois impactant, naturel et surtout agréable à regarder. Cette minutie est également présente dans les introductions de personnages. L'exemple le plus flagrant étant l'arrivée de Sébastien. D'abord évoqué, et je dirais même plus invoqué, comme une créature des enfers n'ayant même pas encore de nom, on commence d'abord par entendre sa voix d'un premier abord à peine audible sans le voir. Ce n'est qu'au fur et à mesure que le son de sa voix se fait de plus en plus clair et à un moment, on comprend que le démon est sur scène mais sans que sa position exacte soit vraiment claire pour le spectateur. Ce n'est qu'au moment où la musique s'emballe et où il commence alors à chanter qu'il nous apparaît explicitement. Le fait de faire de son entrée un crescendo est une très bonne idée car cela va susciter chez les spectateurs une curiosité presque malsaine pour le démon, encore une fois en parfait accord avec ce qui se passe sur scène, et va rendre son apparition encore plus forte, retranscrivant l'importance que le personnage représente. Le mode d'apparition de chaque nouveau personnage sur scène est vraiment pensé en fonction de qui il est et de ce qu'il représente, de sorte que le spectateur arrive à le comprendre avant même de connaître le dit personnage. Toujours dans la mise en scène, mais cette fois sur un autre point, je trouvais important de parler de l'utilisation de la projection, comme ça avait déjà été le cas dans Les Amants de la Bastille et d'autres encore. Ici on peut voir ça pour illustrer l'imposition d'un sceau, un article de journal ou encore pour raconter un flashback. Et je trouve ça très astucieux parce que en plus d'être pratique, ça donne un côté en un sens presque ludique à la pièce et rend certaines scènes encore plus intéressantes, par exemple en rendant vivante une photo illustrant un événement. Et puis surtout, cela a apporté à la pièce ce qui est pour moi sa meilleure scène, à savoir la scène finale du personnage de Madame Red. Scène lors de laquelle le personnage nous raconte son histoire tout en faisant des parallèles avec le présent. Ici, la projection va illustrer les ombres de son passé et leur impact sur la vie actuelle du personnage, ombres qui la poursuivent encore aujourd'hui et avec lesquelles elle ne va parfois faire plus qu'un. Le tout se finissant par un retour en présent enchaîné avec une justesse tout simplement brillante. La scène est pour moi quasi parfaite pour tout un tas de raisons que j'évoquerai en temps voulu, mais aussi grâce à sa mise en scène, car le mélange de danse et projection lui donne l'émotion et l'impact qu'elle mérite sur le plan visuel, mais aussi font passer un message sur le plan spirituel, celui que le personnage est toujours tellement traumatisé par certains événements de sa vie qu'elle est toujours attachée d'une manière ou d'une autre. Ah, je pourrais faire une vidéo entière sur l'analyse de cette scène, mais il va être temps de passer à autre chose. Cela dit, je ne pouvais pas arrêter ce point sans parler des deux véritables héros des Kuromyu. Celle et Sébastien. Non, je veux bien évidemment parler de Fred Aberline et Sharp Hanks, ces deux personnages à l'humour tellement incroyable qu'on en vient même à se demander s'ils sont réels. Alors pourquoi parler d'eux dans le point mise en scène, me demanderiez-vous? Eh bien parce que même si en tant qu'inspecteurs ils sont également internes à l'histoire, il leur arrive la plupart du temps de monopoliser la scène pour faire leur gag. Et si présenté comme ça leur donne l'air un peu relou, il n'en est rien pour plusieurs raisons. Déjà on est habitué à les voir faire les pitres, même au sein de l'histoire, alors les voir commencer un sketch, c'est même pas si étonnant. Et ça ne fait même pas tâche avec l'univers parce qu'il faut savoir que même si l'histoire originale a un fond sérieux et dramatique, le manga présente pas mal de gags et autres passages drôles. Une certaine légèreté apportée à l'histoire qui est également présente dans la pièce. Alors bon, avoir du Abba Hanks en plus ou en moins. Et puis leur petit passage aide aussi au dynamisme de la pièce, ce qui en 2h30 n'est pas plus mal. Tout ça pour dire que leur présence n'apporte que du positif à la pièce. Ce sont des petits anges de lumière et quiconque osera les critiquer aura affaire à moi. Il est maintenant temps de passer au point chanson, mais avant cela, il y a une toute dernière chose de la plus haute importance qu'il faudra noter. Le lit de ciel ressemble enfin à un lit. En 5 ans, ils auront réussi. Félicitations, ciel! J'ai déjà évoqué l'importance des chansons d'introduction de personnages dans ma première vidéo sur Elisabeth. Importance qui prend d'autant plus son sens dans une comédie musicale comme celle-ci, où t'as beaucoup de personnages, mais où t'as pas 4 chapitres devant toi pour faire comprendre qui ils sont. D'où le job des chansons d'intro, qui ont 5 minutes pour te présenter qui est un personnage, son caractère, sa situation et sa relation avec les autres. Et bien évidemment, les chansons de Licorice y arrivent parfaitement grâce à l'ambiance bien spécifique que retranscrivent chacune de ces chansons, et surtout grâce à la performance des acteurs qui jouent pour la plupart admirablement bien. Plus que leur performance vocale en tant que telle, c'est leur interprétation du personnage qui donne tout leur impact aux chansons, la plupart d'entre elles étant à plusieurs. Si je précise qu'elles sont à plusieurs, c'est vraiment pour insister sur les interactions, qui sont l'un des éléments des chansons d'intro de personnages les plus importants ici, puisque quasiment toutes, si pas toutes en fait, sont ce que je vais appeler des chansons d'introduction de personnages multiples. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En gros, des chansons qui introduisent plusieurs personnages à la fois à travers une situation donnée.
En entendant ça, on pourrait s'imaginer un résultat un peu brouillon. C'est pas du tout le cas ici parce que c'est admirablement bien géré, encore une fois. Et mieux que ça, le résultat est encore plus top que si ça n'avait pas été le cas. Le fait que plusieurs personnages soient introduits dans la même chanson permet un véritable jeu entre eux, montrant de manière simple et efficace leurs relations et situations, le tout en faisant le job premier de la chanson, les présenter. Ajoutez à cela cette superbe mise en scène si détaillée dont j'ai parlé plus tôt et le tour est joué. La mélodie des chansons, le jeu des acteurs, la mise en scène, tout ça contribue aux chansons d'introduction, mais à aussi bien évidemment les paroles qui ont leur importance. Et ici plus particulièrement la manière dont les choses sont dites, qui est aussi très significative car il suffit d'une simple formulation, une simple tournure de phrase pour arriver à nous faire comprendre la position d'un personnage par rapport aux autres. Je prendrais pour exemple The Co-Operators of the Investigation, chanson en trio qui introduit Madame Red, la tante de ciel, Lao, un ami slash partenaire de la famille Phantom Hive, et Grell Sutcliffe, le majordome empoté de Madame Red. Grell, lorsque le personnage présente les deux autres, il va parler de manière relativement objective, énonçant les faits en ayant presque peur de donner son avis. A nouveau, chaque petit détail compte et fait partie d'un tout qui donne un résultat parfait qui arrive à faire comprendre au spectateur tout ce qu'il doit comprendre, rien de plus, rien de moins. Et arriver à ce résultat en te montrant simplement les personnages qui vivent leur vie est signe d'une gestion parfaite de chaque petit élément qui forme les passages musicaux. Sinon, pour ce qui est des paroles des chansons en elles-mêmes, même si je ne pourrais pas complètement juger de la qualité de leur écriture étant donné que le japonais n'est pas ma langue maternelle, je peux quand même dire qu'elles sont de manière générale relativement bonnes, jouant très bien entre les tournures de phrases plus poétiques, plus métaphoriques et les phrases plus littérales. Quand je dis phrases plus littérales, je pense notamment aux paroles qui reprennent directement certaines phrases du manga. Non seulement je trouve ça une bonne idée de citer l'œuvre originale, mais en plus le jeu entre d'une part le côté lyrique et d'une autre part ces citations reprises mot pour mot est là aussi très bien exécuté et donne un très bon rythme aux chansons, ce qui les rend d'autant plus agréables à écouter. Et même en dehors des citations, je trouve que les paroles des chansons de la pièce sont vraiment très bien choisies. On sent vraiment qu'aucun des mots employés n'a été écrit au hasard, faisant toujours référence à l'ambiance et à l'univers de l'œuvre originale, preuve que la pièce a réussi à comprendre cet univers tout en ayant également réussi à le retranscrire à l'univers musical, également grâce aux mélodies des chansons qui sont là aussi toujours très bien trouvées et qui clopent toujours parfaitement en paroles ainsi qu'à l'émotion qu'elles veulent retranscrire. Après, tout n'est pas tout rose non plus, puisque les chansons présentent quand même une grosse faiblesse, vous l'avez vu venir, je parle du chant de certains acteurs. Autant il y en a qui chantent admirablement bien et arrivent à nous faire une performance vocale du feu de Dieu, notamment Akane Live, l'interprète de Madame Red, qui est à la base une chanteuse de métal, autant d'autres, niveau chant, c'est pas trop ça. Pour des personnages secondaires à caractère comique, les entendre chanter faux, ça fait mal aux oreilles, mais c'est déjà moins choquant que des personnages principaux qui n'ont malheureusement clairement pas une bonne technique vocale. Point qui ne peut paraître qu'un détail à côté de tout ce que j'ai dit, mais qui n'est néanmoins pas négligeable, puisque l'interprétation d'une chanson, c'est ce qui la fait exister. Et même si le chant n'est pas le seul moyen d'interprétation, c'est quand même principalement ça qu'on entend, quoi. Bon, encore une fois, le point costume sera assez rapide. Il y en a qui pourraient faire grincer des dents à certains puisqu'ils ne sont pas historiquement corrects. Ouais, en même temps, dans les comédies musicales, les costumes ne sont jamais vraiment historiquement corrects puisqu'ils sont, dans un grand nombre de cas, sublimés pour en mettre plein la vue aux spectateurs. C'est quelque chose de normal. Mais là, quand je dis historiquement pas correct, je veux parler du modèle, de la coupe de certains vêtements en eux-mêmes, qui semblent sortis d'on ne sait pas quelle imagination farfelue. Mais le fait est que la plupart des costumes reprennent les designs des vêtements présents dans le manga. Et même si elle aurait pu, ce n'était pas à la pièce de corriger ces designs, surtout quand certains d'entre eux sont devenus de véritables emblèmes parmi les fans. Et puis en dehors de ça, il n'y a pas à dire, les coupes des vêtements, les tissus utilisés, ils sont magnifiques ces costumes. Et là où certains sont un quasi copier-coller du manga, d'autres ont pris des libertés artistiques parfois au point de complètement changer le vêtement original et ce pour notre plus grand plaisir visuel. J'ai parlé plutôt du jeu admirable des acteurs de la pièce et je ne pouvais pas terminer mon analyse de celle-ci sans tout de même m'attarder sur certains personnages. A commencer par, on va pas tourner autour du pot, Furukawa Yuuta, notre nouveau Sébastien. Il utilise vraiment chaque parcelle, chaque petit muscle de son visage, ce qui rend encore une fois son jeu incroyable. Il arrive à moduler ses expressions faciales de manière véritablement impressionnante, fait particulièrement marquant quand il fait ressortir le démon qui se cache sous cette apparence de majordome parfait. Il a compris et a réussi à saisir l'essence même du personnage à tel point qu'il ne joue même plus.
il est le personnage. D'ailleurs, fun fact, je trouvais son jeu en tant que démon Sébastien particulièrement impressionnant grâce à tout ça, mais aussi grâce à un petit quelque chose, et au début j'arrivais pas à savoir quoi, mais en fait l'acteur quand il jouait Sébastien essayait de cligner des yeux le moins possible pour rendre le personnage un maximum inhumain en fait. Et le jeu d'Akane Live n'est pas en reste. Non seulement elle a une voix incroyable quand elle chante, mais en plus de ça elle a un jeu d'acteur admirable, particulièrement dans les émotions qu'elle arrive à transmettre. Émotions qui étaient déjà incroyables dans la version de 2014, mais qu'elle a réussi à sublimer en 2015. Même si quasiment tous les acteurs nous ont globalement offert une très bonne performance, je me devais aussi de souligner celle de Uehara Takuya, qui a réussi à saisir son personnage à tel point qu'il l'a rendu même encore meilleur que dans le manga. Là où dans le manga, la manière comique dont elle était dépeinte était d'un ridicule presque insultant, chose que la mangaka elle-même regrette à l'heure actuelle, ici l'acteur a complètement corrigé tout ça grâce à son interprétation plus juste que jamais. En même temps, ça fait depuis 2009 qu'il la joue, donc je crois qu'il a eu le temps de se faire au perso quoi. Le seul petit bémol serait le jeu de ciel, interprété par Fukuzaki Nayuta, que je trouve trop fade encore une fois. Ciel est un personnage avec un passé traumatisant, ce qui l'a rendu très dur, mais même s'il a perdu son innocence et n'est plus motivé que par sa soif de vengeance, il reste un personnage espiègle et sensible, avec toute une palette d'émotions, là où l'acteur ne nous a montré que son côté dur. Puis 2009, c'est toujours comme ça que le personnage est joué et je trouve ça vraiment dommage parce que ça ne le rend pas vraiment attachant, un comble pour le personnage principal. Si l'appellation pièce adaptée de manga ne paye pas forcément de mine, en même temps c'est pas comme si on nous avait habitué à du contenu de qualité, cette pièce a non seulement rendu un très bon hommage à l'œuvre originale, mais en plus de ça est une excellente pièce, pas parfaite certes, mais excellente quand même en tant que telle. Et c'est précisément ça qui fait pour moi toute sa force, celle que la pièce se suffit à elle-même, pas besoin d'avoir lu le manga pour la comprendre et l'apprécier. Que l'on soit un minimum initié au manga en général ou pas du tout, n'importe qui pourrait découvrir l'histoire avec cette comédie musicale sans aucun autre support. Comédie musicale qui est même pour moi la meilleure adaptation à ce jour de Black Butler, animé et film confondus. Alors si vous hésitez, n'hésitez plus et foncez la voir. Genre vraiment, faites-le. Surtout que par la suite il y aura encore genre 3 pièces dont je devrais parler sur ce bazar. Et nous voilà enfin arrivés à la fin de la vidéo. Ah, le temps passe vite quand on s'amuse, hein. En espérant qu'elle vous aura plu, intéressé, et surtout qu'elle vous aura donné envie d'aller voir la pièce. En tout cas, au moins celle que j'ai analysée. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup critiqué les autres, mais quand j'ai découvert Black Butler en comédie musicale en 2012, il y avait que ça qui existait à l'époque. Et bah, j'avais kiffé. Alors, même si objectivement, en les revoyant maintenant, je me dis que c'était quand même bien de la merde, elles resteront à jamais gravées dans mon cœur. Oui, même la première. Et puis, on aura beau dire tout ce qu'on veut sur cette première pièce, au moins c'est la seule qui n'a pas cette bougre de scène de la carte.